Vous êtes toujours sur le live des rendez-vous du chiffre. On poursuit cet événement avec une table ronde sur l'attractivité de la filière expertise comptable. La filière expertise comptable souffre d'un déficit d'attractivité. Pourtant, elle a de nombreux atouts, que ce soit la diversité des missions, les débouchés ou encore la rémunération attractive. Alors, comment attirer les talents? Quelles compétences faut-il développer? Comment faire carrière dans cette filière? On en parle tout de suite avec mes invités. À côté de moi, j'ai Thierry Carlier, directeur de l'ENOS. Bonjour Thierry. Bonjour. À ma droite, j'ai également Félicien Crépin, expert comptable, associé de la compagnie fiduciaire. Bonjour Félicien. Bonjour, merci de me recevoir. Et enfin, à votre droite, Claude Calmont. Vous êtes dirigeant du cabinet de recrutement Calmont Partners. Bonjour également. On va commencer tout de suite sur la formation, Thierry Carlier, et sur cette problématique. Donc, comment attirer les talents, Thierry? Pour nos candidats lycéens, beaucoup de voies s'offrent à eux, et notamment dans les carrières du chiffre et du droit. Je dirais en préambule qu'il faut quand même déjà être attiré par le maniement du chiffre, par ce que j'appelle moi la manipulation du chiffre. Je vais dire même au sens ludique, je veux dire il faut prendre plaisir à cette manipulation. Quand on porte déjà un intérêt pour ce type d'exercice, et puis quelque part qu'on est attiré aussi par ce que j'appellerais moi la rigueur, c'est-à-dire la rigueur des règles de droit, et puis je dirais dans l'ensemble des aspects de gestion, eh bien là je dirais que s'ouvrent beaucoup de possibilités pour nos jeunes candidats, différentes filières. Les filières les plus connues classiques sont les diplômes d'État de la comptabilité, l'expertise comptable, et on peut commencer par un bac+2, BTS comptable, mais aussi un DUT qui se fait dans un IUT pour suivre en BUT ou poursuivre en licence, mais aussi le fameux, j'allais dire, DCG, le diplôme de la comptabilité et de la gestion, diplôme d'État en 3 ans, poursuivre en DSCG, en bac+5, en grade master, mais ça peut être aussi à l'université, en grade master CCA, mais ça peut être aussi via des grandes écoles de commerce et dans leurs filières spécialisées chiffres, finance, audit, comptabilité bien sûr. Je dirais que nos candidats ont vraiment un panel de formation structurante, c'est ça que j'aime beaucoup présenter, cette structure, ce sont des filières structurantes, exigeantes. Pourquoi c'est structurant? Eh bien parce que les programmes sont, j'allais dire, très exigeants dans leur contenu, ce sont des règles de droit, on ne peut pas être dans l'approximation, on doit être quand même quelque part dans la rigueur, et puis c'est, je dirais, structuré en blocs de compétences. On a des spécialisations en fiscalité, des spécialisations en droit social, en finance d'entreprise. Donc, je dirais tout cela fait que ça fait un programme, ça fait des programmes de formation extrêmement riches, exactement, enrichissants, passionnants, et qui aboutissent, et ça on le verra avec nos collègues, aboutissent à des carrières, à des missions, à un choix d'organisation, grande, petite, moyenne, cabinet, entreprise. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Mais, et je terminerai là-dessus, il faut quand même une appétence pour ces thématiques, comme il faut une appétence pour ceux qui vont en médecine, j'allais dire, hein, être attiré par cette filière. Bah, nous, c'est la filière des métiers du droit et de la comptabilité. Et puis, bien sûr, ça, nos invités le rediront, une appétence pour le numérique, la digitalisation, puisque nos métiers se transforment et les compétences avec. Donc, je termine en disant que vraiment beaucoup de possibilités d'horizons, d'univers s'ouvrent à nos jeunes candidats. Alors, vous évoquez les horizons et je me tourne vers Félicien. Vous êtes expert comptable et on va évoquer avec vous les débouchés possibles. Alors, quels sont-ils? Alors, comme le disait très justement Monsieur Carlier, les débouchés possibles sont les suivants. Ça part du comptable en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable, accessible à partir d'un bac+2, donc d'un BTS ou d'un DUT.
Ensuite, en fonction de l'évolution des étudiants, DSCG, DCG et le diplôme d'expertise comptable qui représente, enfin, qui est un bac+8 aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à différents postes. Donc, soit en entreprise, soit en cabinet, des postes de DAF, directeur des actifs ou administratifs et financiers, en entreprise, ou des postes de consolideur également en entreprise ou en cabinet. Le summum de tout ça, c'est l'accessibilité à l'expertise comptable et au commissariat aux comptes en cabinet d'expertise comptable en tant que salarié ou en tant qu'associé en libéral. Donc débouchés nombreux, mais aussi missions variées. Exactement. Alors en termes de missions, aujourd'hui, notamment en cabinet d'expertise comptable, les missions sont extrêmement variées. C'est la richesse aussi de notre profession. Vous pouvez avoir la mission de base qui est la saisie comptable, ce qu'on appelle communément la saisie comptable et la révision des comptes. Ce qui donne à la fin l'établissement du bilan annuel. Ensuite, vous avez différentes missions qui viennent s'additionner, qui viennent enrichir aussi notre métier. Quel type de mission ? Vous pouvez avoir, par exemple, l'établissement de budget prévisionnel pour les entreprises dans le cadre d'une future levée de fonds ou d'un besoin d'un financement bancaire, par exemple. Après, on peut aussi élargir la palette sur des missions de DAF externalisées. Tout à l'heure, je parlais de DAF en entreprise. C'est également possible en cabinet. On répond aussi à des missions d'accompagnement sur ces sujets-là auprès de nos clients qui n'ont pas forcément les moyens, dans un premier temps, de se payer un DAF à temps plein. Ils viennent vers nous pour qu'on les accompagne 2-3 jours par semaine ou par mois sur ces différents sujets. En plus de ces aspects-là, on a aussi différentes prestations de services qu'on peut proposer, telles que la transaction services qu'on appelle. C'est tout ce qui est accompagnement des entrepreneurs sur la cession d'entreprise, l'acquisition de nouvelles cibles éventuellement pour augmenter leur chiffre d'affaires et aussi l'accompagnement au niveau de la gestion patrimoniale à titre un peu plus personnel. Voilà, ça c'est tout ce qu'on propose aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on se prépare aujourd'hui sur ce sujet-là chez Compagnie Fiduciaire, tout ce qui est rapport au niveau de la RSE. Donc, c'est un enjeu important. Exactement. Tout ce qui est sujets environnementaux, social et sociétal, c'est l'enjeu de demain et aujourd'hui on s'y prépare fortement. Alors Félicien vient d'évoquer la RSE, je me retourne vers vous Thierry. En termes de formation, ça fait partie des sujets que vous allez proposer pour vous adapter à ces nouveaux enjeux. On parle RSE, mais on pense aussi à tout ce qui est transformation numérique par exemple. Effectivement, nous avons mis en place à l'ENOS des modules complémentaires pour justement bien suivre les attentes et les évolutions de la profession, à commencer par la RSE. Effectivement, nous avons des modules que nous injectons entre guillemets dans nos programmes, j'allais dire d'État, DCG, DSCG, voire DEC. Et puis là, nous sommes à la 4e session de notre formation RSE qui a été conçue par des experts comptables CAC pour des experts comptables CAC. Nous avons démarré il y a peu de temps des sessions en intelligence artificielle data. Alors, à la fois pour nos étudiants en modules complémentaires et à la fois pour des professionnels experts comptables, commissaires aux comptes, nous sommes à la première session. Et puis pour la transformation digitale, pareil, on a introduit ce qu'on appelle chez nous une semaine numérique au mois de juin, une semaine animée par des professionnels, bien sûr, qui ont la connaissance des outils digitaux, numériques, transformation digitale du cabinet, de l'entreprise. Voilà donc ce que nous faisons régulièrement et nous poursuivons toujours en s'attachant aux attentes et aux besoins de nos professionnels. Le dernier thème étant la durabilité dont on parlait la semaine dernière à Rennes. Tout à fait. Alors on voit Claude que la filière est extrêmement dynamique. On comprend mieux quels sont les métiers de cette filière, mais comment peut-on faire carrière dans cette filière? Est-ce qu'on peut jongler d'un métier vers un autre? Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avènement des levées de fonds, des startups, des nouvelles technologies, vous pouvez tout à fait démarrer dans un cabinet d'audit qui soit petite, moyenne ou grande taille, en allant jusqu'au Big Four, et terminer
redémarrer une nouvelle partie de carrière 10 ans plus tard en étant CFO, directeur financier d'une structure d'investissement par exemple. C'est très à la mode. Les salaires sont aussi très attractifs. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant pour attirer les nouveaux diplômés dans ces filières. Il y a énormément de débouchés en France à l'international. Nous, au sein du cabinet, c'est vrai que ce sont des profils qu'on apprécie tout particulièrement parce que leurs compétences, leur appétence pour le chiffre est très recherchée chez nos clients, que ce soit les fonds, que ce soit les sociétés en portefeuille ou les grands groupes, des gens qui vont être capables à la fois de remettre au carré les finances d'une start-up un petit peu en difficulté, on peut presque parler de restructuring, ou qui vont préparer une levée de fonds, comme vous l'avez mentionné, et donc de faire face aux futurs investisseurs, et après prendre la direction financière d'une grande structure d'investissement. Et c'est vrai que on n'en parle peut-être pas encore assez dans les écoles quand on voit tous les process d'audit comptable et les différents diplômes d'experts comptables. On voit pas assez la finalité, alors qu'il y a des super carrières à faire dans ces métiers-là. Super carrière. Et quelles compétences il faut avoir pour faire carrière dans cette filière ? Être carré. Être carré, aimer le chiffre, remettre les choses. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'on fait souvent appel à ces profils-là. Une fois que les business sont un petit peu développés, les entrepreneurs ont mis les premières pierres du business. Et à un moment, on se rend compte que on n'a pas le profil financier en interne pour mettre les choses au carré et préparer la suite. Et c'est vrai que aujourd'hui, une startup qui fonctionne bien, si je prends l'exemple d'une startup, vous avez effectivement le fondateur un petit peu business, vous avez le fondateur un peu tech, mais il faut aussi le fondateur financier ou associé, peu importe, qui puisse préparer l'avenir de la société, encore une fois, que ce soit sur du développement financier, de la recherche de dette, de la restructuration si c'est nécessaire, et faire face aux fonds d'investissement quand on parle de levée de fonds. J'ajouterais aussi peut-être l'esprit de synthèse aussi, le fait de prendre du recul un peu sur les chiffres, non pas être plongé systématiquement dans nos chiffres, mais voilà, prendre un peu de hauteur par rapport à la situation pour retranscrire un peu la situation vis-à-vis des actionnaires ou des investisseurs qui parfois n'ont pas cette compréhension ou n'ont pas ce recul nécessaire par rapport à la lecture des chiffres. Et peut-être aussi avoir des compétences transversales, peut-être aussi s'intéresser au côté tech, par exemple, innovation, d'avoir l'esprit ouvert, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de la data, c'était un autre sujet d'une table ronde. Alors effectivement, les sujets de tech de toute façon vont avec notre métier. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme l'anglais, l'aspect un peu international. Aujourd'hui, il faut effectivement le bagage technique qui est représenté par les diplômes, mais en complément avoir cette appétence un peu informatique et digitale, et en complément, dans l'idéal, un cursus et un profil un peu plus international. Et là, vous avez le trio entre guillemets gagnant. Alors Claude, je vais venir vers vous, vers un sujet qui est particulièrement prégnant depuis la crise, l'après-crise, on va dire, qu'on a connu, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Le télétravail s'est répandu de manière plus conséquente. Il y a une attente aussi des candidats qui sont de plus en plus demandeurs pour avoir du temps libre pour la vie privée. Alors comment concilier vie professionnelle et vie privée ? Alors, c'est un sujet qui a vraiment été remis au cœur des discussions en entreprise, ça c'est évident. Après, toutes les structures, malheureusement, n'ont pas la capacité à permettre à tout le monde d'avoir du temps libre à des horaires où normalement on est au bureau. Si on revient sur les profils financiers qui sont souvent le cœur du réacteur de beaucoup de structures, ce sont des profils qui peuvent être un petit peu sous pression en fonction des phases. En cabinet d'audit, évidemment, on parle de saison, il y a des phases de clôture de compte où il y a un peu plus de pression que pendant le reste de l'année. Comme en plus, il y a des besoins de recrutement permanents, ce sont des gens qui sont aussi impliqués dans le management, donc c'est vrai qu'on leur en demande beaucoup. Maintenant, les sociétés essayent au maximum proposer des choses, je dirais, en dehors du bureau. C'est un petit peu à la carte en fonction de la culture de l'entreprise. Il n'y a pas de recette miracle. C'est assez difficile, surtout que l'après-Covid, on a quand même encore un peu de recul, donc on n'arrive pas très bien à savoir ce qui fonctionne moins. Il y a beaucoup de profils qui ont demandé aussi à revenir au bureau. Tout le monde n'est pas fait pour travailler tout seul chez soi, ça c'est important de le souligner. Donc surtout dans ces métiers où on a la pression parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de soi, c'est important d'être au sein d'une équipe, de pouvoir se répartir les tâches et pouvoir se détacher de temps en temps, et on sait que nos petits camarades peuvent prendre le relais. Alors Félicien, comment on procède chez Compagnie Fiduciaire pour concilier vie professionnelle et vie privée ?
Alors nous on a des limites horaires qu'on ne dépasse pas, en tout cas que nos collaborateurs ne dépassent pas. Chez nous, de toute façon, après 19h30, il y a rarement du monde. Donc c'est des choses qui sont importantes aussi pour nous. On estime aussi en fait sur la durée, respecter ces horaires et cette intensité de travail permet aussi d'avoir des collaborateurs un peu plus sur le long terme et diminuer un petit peu le turnover. Voilà, avoir des collaborateurs qui finissent à minuit tous les jours, c'est très bien, mais ça va durer 6 mois et au bout de 6 mois, ils seront un petit peu fatigués pour pouvoir poursuivre toute une carrière à ce rythme-là. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Évidemment, on leur en demande beaucoup, effectivement, mais on essaye de respecter la vie privée de chacun de par les horaires. Thierry Carlier, c'est un élément que vous prenez en compte dans vos formations, le respect de la vie privée, le concilier cette vie privée avec la vie professionnelle, ou c'est quelque chose que vous n'abordez pas, enfin, de manière, je dirais, intrinsèque, vous n'avez pas une formation dédiée, mais peut-être au cours des différentes formations, vous abordez ce sujet? Alors, 2 choses. Première chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est un cursus très structurant. Donc, il faut qu'ils réussissent leur parcours, leurs examens. Donc, c'est ça qui nous occupe le plus, et eux aussi, au demeurant. Et eux aussi, hein, candidats. Si vous injectez trop de contenu qui dérive de leur but, ils ne le suivront pas. Alors, par contre, une fois que je dis ça, on a en première année de DCG installé un cursus, du moins un module de soft skills, hein, malgré tout pour améliorer leur expression ça concourt à cet équilibre, voilà, l'expression écrite avec le fameux dispositif Voltaire. Voilà ce que l'on fait, si vous voulez. Mais on va pas plus loin que ça. Alors ceci, on a beaucoup d'alternants. Et puis cette dimension vie privée, vie professionnelle, télétravail ou pas, bon, ils la vivent vraiment chez leur employeur, hein. Mais j'ai pas de demande particulière ou des choses de genre de la part de mes élèves qui sont en général, pour l'immense majorité et la totalité d'ailleurs, des jeunes bien formés, éduqués, qui aiment ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce qui les occupe, c'est quand même de réussir leur cursus et leurs examens. Si je peux ajouter quelque chose sur la partie soft skills, d'un point de vue recrutement, c'est extrêmement important parce que ce sont des profils qui sont beaucoup plus mis en lumière aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. On les met au centre des discussions, que ce soit, encore une fois, dans des startups, dans des fonds d'investissement, dans des grandes sociétés. Ce sont des profils qui rencontrent des clients. Et si vous voulez avoir toutes vos chances dans un process de recrutement, c'est bien d'être bon avec effectivement les compétences de base. Il faut pouvoir montrer autre chose en entretien. Et la personnalité, le fait de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir se projeter à long terme dans un projet, c'est extrêmement important. Oui, je rejoins un peu ce qui a été dit là. Nous, on voit effectivement beaucoup de candidats, et aujourd'hui, notre critère principal, c'est effectivement le profil du candidat. Le candidat valide des tests techniques de par ses différents diplômes, mais aujourd'hui, c'est plus notre premier critère de sélection. On préfère avoir des gens un petit peu moins techniques, un tout petit peu moins diplômés, mais un peu plus ouverts sur d'autres sujets, qui vont être capables de travailler en équipe. Quelqu'un de très technicien, mais qui va travailler dans son coin sans communiquer avec les autres, c'est pas forcément ce qui nous intéresse aujourd'hui, en tout cas dans le cadre du recrutement. L'important, c'est d'avoir une cohésion d'ensemble d'équipe. Exactement. Alors, pour peut-être résumer nos échanges, je vais faire un tour de table pour savoir quels sont les atouts de cette filière finalement, et je vais commencer avec vous, Claude. C'est tout d'abord une filière qui recrute énormément. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on se lance dans des études, on a cette première étape qui est de trouver un métier. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui recrutent beaucoup en France, à l'international. J'invite vraiment les étudiants français à partir à l'international au maximum. Ce sont des profils que l'on fait revenir après quelques années d'expérience et qui sont extrêmement bien valorisés en entreprise. Félicien. Moi, je dirais la diversité des missions. Vous commencez par faire des bilans, évidemment, et très vite, vous allez basculer sur d'autres sujets prévisionnels, de l'audit d'acquisition, de l'audit légal, de la cession, de l'acquisition de société, de l'évaluation. Voilà, le panel est extrêmement large, ce qui vous permet de basculer sur un thème ou un autre en fonction de vos appétences et de ce que vous aimez faire. Thierry.
Eh bien, écoutez, j'aime à dire que ce sont des cursus de formation tortues. Je pense à La Fontaine, le lièvre et la tortue, c'est-à-dire on avance lentement mais sûrement. Et j'aime à dire aussi que nos cursus, c'est une sorte d'assurance vie. C'est-à-dire que quand vous avez ce genre de bagage, ben vous allez loin, et puis on l'a dit tout de suite, là, Il y a énormément de débouchés. de déboucher. Je dis à mes étudiants, mais on vous interdit pas de faire du théâtre après vos cursus. Je dirais que qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est cela qui est bien. Et je termine en disant que quand ils ont atteint et obtenu leur diplôme, ou du moins quand ils sont dans ces filières, je les sens quand même très très apaisés, contents d'eux quand même. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Thierry Carlier d'avoir participé à ce débat. Félicien Crépin, merci. Claude Calmont, merci également. Et c'est le moment de clore cette table ronde et le live des rendez-vous du chiffre. Merci d'avoir suivi ce direct. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sur Décideur TV.